Florian Philippot, François Hollande attendu de pied ferme à Florange cet après-midi sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal. En dépit de la fermeture en 2013, il dit avoir respecté l'ensemble de ses engagements pris lors de la campagne présidentielle de 2012. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Non, pas du tout. Il parle d'une région que je connais particulièrement bien. Non, les hauts fourneaux ne tournent plus, ne fument plus, n'existent plus là-bas. Mais la reconversion est en marche. Oui, d'accord, mais bon, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'industrie française. D'ailleurs, Florange était un site rentable, était un site qui était capable d'innover par, en permanence, simplement, des centres de recherche sur l'industrie ou des écomusées ou des musées de l'industrie. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois que ce n'est pas cela qui créera de la richesse, de la valeur ajoutée et donc de l'emploi dans notre pays. Florange, on pouvait le sauver, on pouvait sauver ce site. Il fallait faire ce que nous demandions à l'époque, c'est-à-dire une nationalisation temporaire, d'autant qu'il était rentable. C'est un site, encore une fois, qui est capable d'innovation. Il faut aussi faire du patriotisme économique. Je signale quand même juste un point. Aux États-Unis, il y a quelques mois, ils ont mis une taxe de 200% sur l'acier chinois, qui crée une concurrence déloyale intenable. En France, on ne peut pas le faire parce qu'on est soumis aux règles de l'Union européenne. C'est toujours la même chose. Mais Florian Philippot, on a quand même l'impression que le site de Florange est sous oxygène, puisque là, les syndicats disent qu'il va y avoir 300 suppressions de postes, enfin, des gens qui partent à la retraite qui ne sont pas remplacés. Donc, nationalisation temporaire. Est-ce que le temporaire ne se serait pas installé dans le temps et ça devient une nationalisation définitive et on ne règle pas le problème de la production de l'acier en France ? Mais si vous voulez, en tout cas, en ne faisant rien, on ne réglera pas plus le problème et même au contraire, on va effondrer la situation. Quasiment rien. Moi, je vois chaque année François Hollande qui retourne, qui annonce une inauguration, puis qui retourne l'année d'après pour mettre la première pierre, puis la deuxième année pour y mettre une deuxième pierre. Enfin, c'est pas une stratégie industrielle, cela. Une stratégie industrielle, c'est prendre des mesures. Il y a davantage de production d'acier lorsqu'il dit qu'il aurait manqué à sa parole s'il avait sacrifié un site par rapport à l'autre. Vous lui donnez quand même raison sur ce point. Non, il n'a rien fait pour la sidérurgie française. Je suis désolé de le constater. La France continue de se désindustrialiser à vitesse grand V. Des régions comme la Lorraine, des départements comme la Moselle sont touchés de plein fouet, mais pas que ces régions et ces départements d'ailleurs. Il n'y a pas de stratégie industrielle. Votre stratégie industrielle. Moi d'abord, je dis, on ne doit pas s'interdire de faire du protectionnisme intelligent face à la concurrence déloyale. Premièrement, les pays comme la Corée du Sud... Mais on est à l'heure de la mondialisation. Non, mais d'accord, mais je vous parle de pays qui sont très insérés dans la mondialisation, la Corée du Sud, qui sont des tigres commerciaux. Les États-Unis, des pays comme cela, le Canada, sont capables de faire, quand c'est nécessaire, du protectionnisme. Ce n'est pas un gros mot, c'est une capacité de se protéger d'une concurrence qui n'est pas loyale. La concurrence, c'est bien quand elle est loyale, pas quand elle est déloyale. Et puis, il faut faire du patriotisme économique. Il faut qu'on puisse acheter prioritairement dans les marchés publics français, de l'État, des collectivités, des services publics français. On a eu le même problème pour Alstom, on peut avoir le même problème pour l'acier. On a un problème qui se pose maintenant chez PSA. Voilà, ils annoncent plus de 2000 postes ce matin de supprimer dans l'usine PSA. L'État est actionnaire de PSA. Doit-il faire quelque chose pour ses actionnaires, pour ses salariés ? J'ai entendu effectivement un peu plus de 2100 emplois. Écoutez, c'est incompréhensible d'abord, parce qu'on nous a dit que les ventes de Peugeot Citroën se redressaient, tant mieux, j'en suis très heureux. Plus 7% cette année. Exactement. L'État a pris 14% des parts il y a quelque temps. Donc d'abord, l'État doit exiger des explications. Expliquez-nous ce qui se passe. Vos ventes se redressent et vous allez supprimer 2100 emplois en France, ce qui est tout à fait considérable. Et encore une fois, je crois que d'abord avoir ces explications et ensuite mettre en place une stratégie industrielle de long terme. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le patriotisme économique. C'est, si vous voulez, inciter aussi les acteurs privés et publics à travailler ensemble davantage pour l'innovation. L'industrie française doit être plus innovante qu'elle n'est aujourd'hui. Et pour cela, il faut être capable de financer toute cette myriade de petites entreprises, de start-up qui gravitent parfois autour des grandes entreprises. Mais à quel type de financement ? Je pense par exemple au capital risque. On manque en France de capital risque, on en a très très peu par rapport à d'autres pays. Or, on a une épargne nationale qui est considérable. On est un des pays où l'assurance vie est la plus importante. Moi, je pense qu'il faudrait demander au système bancaire d'affecter une petite partie, 2%, par exemple, de l'assurance vie vers le capital risque pour financer l'innovation en France. Parce qu'on sait qu'il y a un cercle vertueux entre les grandes entreprises historiques et les petits sous-traitants, les petites entreprises, les petites start-up qui pourraient être un surcroît d'innovation en France. Marine Le Pen va faire campagne sur un tel thème ? Elle fera campagne, vous savez, elle va parler de tous les grands sujets qui frappent la France et elle va parler sur toutes ses propositions. Je ne sais pas, il est possible qu'elle aille à Florange, mais vous savez, là, on ne va pas se placer dans une rhétorique hollandienne où on prend la promesse simplement d'aller quelque part. Bon, si on va quelque part, c'est pour y dire quelque chose d'extrêmement concret.
Alors moi, je suis déjà allé à Florange avec François Hollande, il n'avait rien annoncé de concret. Il s'agit quand même de remettre en cause les règles de l'Union européenne. D'éviter le statut. Juste là, cette semaine, on va discuter du statut d'économie de marché de la Chine. Il faut évidemment le refuser, parce que ce serait donner un avantage. Et de l'accord entre le Canada et la France. Vous le refusez ? Le CETA. Vous le refusez, c'est cette semaine que ça doit se décider. Bien sûr, le CETA avec le Canada, le TAFTA avec les États-Unis, le statut d'économie de marché, c'est la triade en ce moment des grandes menaces. Il faut refuser ces trois. Vous avez vu, le Parlement de Wallonie a refusé, il a puni son veto. Est-ce que le Parlement français, selon vous, doit revenir en arrière et mettre son veto là aussi? Sainte Wallonie, bravo la Wallonie, bravo les Wallons, que j'aime beaucoup, je connais bien. Tenez bon, ne cédez pas à Juncker, à Merkel, à Valls, allez-y, refusez ce CETA, puisqu'en France on ne nous demande pas notre avis et qu'on a transféré notre souveraineté commerciale à la Commission européenne. Il serait donc temps de récupérer notre souveraineté commerciale. Vu ce contexte politique, économique, commercial, François Hollande a dit à nos confrères de l'Est républicain, de Républicains Lorrains, à propos des confidences distillées par les journalistes qu'ils mettent à mal. J'ai fait face à de nombreuses crises, j'ai toujours tenu bon. Est-ce que vous pensez que là, franchement, dans un tel contexte, il est en capacité de se représenter? Est-ce qu'il a été très affaibli par ces confidences? Moi, j'ai le sentiment qu'il a très envie de se représenter, mais est-ce qu'il est capable d'être élu? Non. À l'évidence, non. Son bilan est évidemment épouvantable, mais au-delà de ça, il a fait comme son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il a considéré que la fonction présidentielle lui appartenait. Et donc, il s'est permis de la dégrader. Évidemment, je fais référence au dernier livre, qui était incroyablement terrifiant pour ceux qui sont attachés à la fonction présidentielle. Or, la fonction présidentielle ne lui appartient pas. Donc, on est passé d'un président bling-bling qui affaiblissait la fonction à un président qui aime parler aux journalistes, qui passe des dizaines d'heures avec des journalistes et qui, lui aussi, affaiblit la fonction présidentielle. Vous qualifieriez de quoi? C'est la présidence commère. C'est une commère. Si vous voulez, c'est un peu en classe, cet enfant turbulent à qui l'instituteur vient derrière donner un petit coup comme ça en disant « c'est par là que ça se passe, travaille et arrête de faire ta commère ». C'est un peu ce qu'on a envie de dire à ces présidents-là. Arrêtez de faire vos commères, arrêtez de discuter pendant des dizaines d'heures avec les journalistes en racontant un peu n'importe quoi. Soyez digne de votre fonction, donc digne de la France et du peuple français, et mettez-vous au travail. Nicolas Sarkozy a déclaré dans un deuxième tour Marine Le Pen, François Hollande, je ne voterai pas Marine Le Pen. Quand vous voyez la campagne de Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous étonne ? C'est pas lui qui avait reproché à Marine Le Pen d'avoir soi-disant fait élire François Hollande, alors que d'ailleurs elle n'avait pas donné de consigne de vote et qu'elle avait elle-même voté blanc. Or lui indique qu'il voterait donc François Hollande. Donc Nicolas Sarkozy déclare sa flamme à François Hollande. Cela ne me surprend pas, c'est l'UMPS ou l'RPS aujourd'hui, ça fait système. Ça fait système, ce sont des gens qui partagent les mêmes orientations politiques et idéologiques. Sondage Ipsos paru hier, Alain Juppé progresse dans l'électorat Front National. Il talonne même Nicolas Sarkozy. Il grignote même chez vous. Est-ce que ça vous surprend ? Non, je ne crois pas qu'il grignote du tout chez nous. Marine Le Pen est en progression constante. Non, mais il y a 9% des sympathisants, de gens qui se disent proches du Front National, qui disent qu'ils vont aller voter à la primaire de la droite et du centre. 9%. Oui, c'est quand même beaucoup. Non, moi déjà, ça veut dire qu'il y a quand même une appétence pour la primaire de la droite. Oui, mais je pense qu'on n'aura pas du tout ce chiffre. J'en rencontre très peu. Parfois, moi, je reçois des messages de gens qui émettent des volontés de vote tacticiens, si vous voulez. Ah, pour aider Marine, il faudrait peut-être aller à la primaire pour voter Juppé ou aller à la primaire pour voter Sarkozy. D'ailleurs, ça s'annule parce que chacun a sa tactique personnelle. Il n'y a pas d'appétence pour Alain Juppé. Donc il va y avoir quand même un vote tacticien. Vous savez, entre le président d'hier, le Premier ministre d'avant-hier, je crois que les Français ont envie surtout de tourner la page. Et nous sommes là, nous, pour rassembler un maximum de Français il y a des grands choix. Est-ce qu'on veut une France laïque ou pas, ou communautariste? Une France indépendante ou soumise à l'Union européenne? Une France sociale ou une France livrée à la mondialisation sauvage, au programme très dur d'Alain Juppé, qui est un programme, comme Sarkozy d'ailleurs, de brutalité sociale? Ce sont une femme libre ou une femme soumise à l'austérité et à l'asservissement de l'islamisme? Ce sont des grands sujets, des grands choix qu'on va trancher lors de l'élection présidentielle. C'est Florian Philippot, l'invité politique de territoire d'Info de Public Sénat et de Sud Radio. Vous êtes vice-président du Front National des députés européens. Marine Le Pen, qui n'a pas manifesté contre le mariage pour tous hier, a dit qu'elle n'abrogera pas le texte, mais qu'elle le réécrirait pour en faire l'union civile. Alors pourquoi pas dire tout simplement abrogation? C'est un mot qui vous fait peur? Non, c'est un mot technique, de technique légistique. C'est la même chose. Non, c'est remplacer, si vous voulez. C'est un engagement qu'on a pris depuis longtemps, remplacer effectivement ce mariage par, alors elle l'a appelé effectivement hier union civile, c'est une sorte de Pax très améliorée.
Voilà, moi je pense surtout. Mais pourquoi il y a une difficulté sur le mot? Non, il n'y a pas de difficulté sur le mot, mais je pense que les Français. Abrogation. C'est un remplacement, donc si l'abrogation, il n'y aurait plus rien après. C'est pour ça que c'est compliqué de dire cela. Ouais. Donc c'est remplacé donc vous ne pouvez pas dire abrogation. Ce ne serait pas correct techniquement. Parce que c'est remplacé par un autre texte. Sinon, c'est difficile à suivre pour les gens. Non, c'est facile. Je pense très facile à comprendre. On remplace par une union civile. Mais moi, je pense surtout, je vais vous dire, que les Français commencent à être lassés, qu'on agite comme ça des sujets sociétaux. Attendez, justement, attendez, à ce propos, pour les diviser, parce qu'on a beaucoup divisé la France avec cette question-là, inutilement. Alors que là, ils attendent maintenant des réponses sur les vrais sujets. Notamment pour les familles. Attendez, les vrais sujets pour les familles aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous dire, les familles françaises se lèvent le matin en se disant, est-ce qu'on aura une place à la crèche? Non, Florian Philippot. Comment on finance les études du gamin à 17-18 ans qui va avoir un logement étudiant à Paris ou dans une grande ville? Quel est le niveau des allocations familiales? C'est ça aujourd'hui les vraies questions des familles françaises. Pour la première fois hier, le Front National a quand même parlé dans le cadre de la manif pour tous. Marion Maréchal Le Pen a fait un discours, elle a pris la parole, donc elle a dit: nous refusons ce monde de désaffiliés, de consommateurs compulsifs et interchangeables. Est-ce que vous partagez ces paroles? Vous êtes dans le même parti. Mais moi je n'ai jamais considéré que l'homme ou la femme se réduisait à ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire producteur, consommateur, qui devrait travailler le dimanche, qui serait corvéable à merci. Non, bien sûr que non, moi j'ai une autre conception. Donc elle parlait au nom du Front National, interdiction de la GPA, interdiction de la PMA, et on partage tous les mêmes valeurs, vous y compris? Mais bien, interdiction de la GPA, mais évidemment. Non, mais quand on veut mettre une... Vous savez ce que c'est que la gestation? Mais quand on dit qu'on n'abroge pas la loi sur le mariage pour tous... Vous savez ce que c'est que la GPA? C'est pas simplement un acronyme, c'est louer des ventres. C'est considérer que l'enfant, en quelque sorte, est une marchandise, que la femme elle-même peut louer son ventre comme on peut louer, je sais pas, n'importe où, un garage. Enfin, c'est complètement effrayant comme vision de l'homme et de la femme. Donc évidemment qu'il faut refuser la GPA. Notre-Dame-des-Landes, Ségolène Royal, dans le journal du dimanche, a dit « Il faut qu'on arrête les frais concernant le site de Notre-Dame-des-Landes ». Est-ce que c'est un couac ? Et certains parlent d'ambition personnelle de Ségolène Royal face à Manuel Valls et François Hollande et même M. Macron, et la liste commence à être longue aussi. Mais comment on se sort de Notre-Dame-des-Landes avec des zadistes plus que déterminés pour ne pas partir? J'ai vu Ségolène Royal en arriver à la solution que nous préconisons, parce que nous avons fait une campagne active là-bas, notamment avec notre collectif qui s'appelle Nouvelle Écologie, qui a été une force de proposition importante dans la région. Nous préconisons, nous, un agrandissement de l'aéroport existant de Nantes, et pour éviter cet aéroport qui est coûteux, probablement inutile et qui est mauvais pour l'environnement. Voilà. Après, ils ont fait le choix d'un référendum local. Donc il y a une difficulté, puisque le peuple local, en quelque sorte, s'est exprimé. Il faut se conformer à ce qui a été dit. En principe, il faut appliquer la loi. Oui, moi je suis démocrate. Même j'étais pas d'accord, moi j'ai voté non, enfin j'aurais voté non, et nous avons appelé à voter non, mais le oui l'a emporté à 56%. Donc il faut évacuer. Normalement, il faut respecter la volonté sortie des urnes. Après, s'ils veulent changer de solution et aller vers une solution plus pragmatique, il faudra la resoumettre à référendum. Voilà, j'essaie d'être démocrate jusqu'au bout. Pour finir, Florian Philippot, David Rachlin a été nommé directeur de campagne de Marine Le Pen. Il était notre invité la semaine dernière sur ce plateau. Vous êtes déçu de ne pas l'avoir été. Quel va être votre rôle dans la campagne? Ah non, pas du tout. Déjà, je n'étais pas du tout demandeur pour l'être. Je l'ai déjà été. Je pense que chacun son tour. Et je suis très très heureux que ce soit David, que j'aime beaucoup, qui est un garçon formidable, sénateur maire de Fréjus, qui bosse très très bien, et je serai moi aussi très actif dans la campagne. Quel rôle vous aurez? Je fais un peu ce que je fais maintenant, mais en mode campagne. Je vous pose cette question parce qu'on je suis vice-président à la stratégie et à la communication au Front National. J'aiderai au maximum la candidature de Marine Le Pen. Il y a une entente au sommet entre les lieutenants de Marine Le Pen? Il y a une vraie entente, il y a une vraie union, un vrai rassemblement, et en particulier en ce qui me concerne avec David Rachlin, que je connais depuis bien longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Noël, quelques secondes, l'information de la nuit, c'est quand même aussi l'intervention sur Mossoul en Irak, une offensive qui a eu lieu cette nuit. On parle de millions de personnes qui pourraient être jetées sur les routes. Est-ce que vous êtes inquiet? Mais il faut détruire l'État islamique, et je crois qu'il faut être plus intelligent dans la région. Il faut qu'on travaille enfin avec la Syrie et avec la Russie et avec les États-Unis et avec tout le monde. Et avec la Russie? Bien sûr. Évidemment, elle est en train d'attaquer l'État islamique. Je veux dire, il faut qu'on travaille ensemble. D'autant plus que plus on sera dans la concertation, plus on participera aux opérations communes, plus on aura notre mot à dire pour savoir ce qui se passe en Syrie, en Irak. On a trop attendu pour attaquer. Florian Philippot. On n'a pas voulu cibler l'ennemi premier qui est l'État islamique, qui est Daesh. Or, c'est une priorité absolue.